Bonjour, nous sommes le mercredi 16 décembre 2020 et comme j'ai plusieurs thèmes à ma petite communication, je vais l'appeler comme autrefois le temps qu'il fait le 16 décembre 2020. De quoi on va parler? On va parler de la Covid ou du Covid, maintenant je ne sais plus, Covid-19. Il y a des choses intéressantes qui circulent. J'ai un fils en particulier euh, qui fait du travail de recherche en ce moment là-dessus. C'est pas son métier, mais il a une bonne formation en mathématiques de Jussieu, voilà. Et apparemment, cette Covid, elle circule depuis plus longtemps. Elle expliquerait peut-être, euh, elle expliquerait peut-être voilà, des pics de décès les années précédentes, hein, en hiver, parce que ça a l'air d'être voilà, surtout une affaire d'hiver. On a eu la chance la fois dernière que c'était qu'au printemps et maintenant quand ça revient, si vous regardez voilà, les nombres de cas, les nombres de décès partout dans le monde, c'est pas une question de Belgique ou de France. Je vais peut-être dire un mot, parce qu'il y a déjà des articles là-dessus. Euh, et là, c'est un truc que j'espère que mon fils en question va faire un papier qui prépare sur le lien entre la pollution atmosphérique et la présence des cas des décès. Quand vous regardez la carte voilà, d'Europe, de la pollution et la carte des décès de la Covid-19, c'est la même carte. Voilà. Donc, il y a le virus, mais il y a un milieu favorisant. Alors, dans le monde entier, la cata. Il y a un article qui sort. Bon, je ne vais pas dire qu'il répète des choses que j'ai dit depuis le printemps dernier, mais parce que moi, j'ai pas fait les calculs, j'ai pas. Mais là, c'est simplement voilà, c'est le fait d'avoir été un mathématicien impliqué toute ma carrière active qui m'a fait dire, si on veut minimiser les pertes pour l'économie, il faut commencer par minimiser les pertes humaines. C'est un calcul d'optimisation et d'après ce qu'on voyait, l'expérience voilà, de l'Extrême-Orient, de la Chine, de la Corée, du Japon, du Vietnam, il faut s'attaquer à l'éradication du virus. Alors, je ne sais pas, il y a des gens que ça fait rigoler le fait de parler d'éradication de virus, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que voilà, ils lisent des articles sur les mutations. Voilà. Alors, ils viennent m'expliquer qu'on ne peut pas éradiquer un virus. Si, bien sûr, on peut arriver à ce que ça n'existe plus. La variole, je ne sais pas si c'est un virus, mais en tout cas, bon, il y a plus de cas de variole, sauf dans des éprouvettes, dans des laboratoires. Mais en tout cas, bon, ça ne s'arrange pas, nulle part. On va refaire au Québec, je vois, on reconfine un peu partout, aux Pays-Bas, en Allemagne, enfin des pays qui se considéraient aussi qu'ils avaient bien joué la première fois. Tout ça revient en force. Monsieur Macron, je vais dire un petit mot là-dessus. Je vais dire tout de suite, il y a des gens que ça rend fou qui regardent mon blog et mes vidéos. Dès que je dis Monsieur Macron, je dis Monsieur, Madame pour des personnes dont je parle. J'ai toujours dit, j'ai jamais dit Trump dans mes vidéos. J'ai toujours dit Monsieur Trump et je ne vais pas changer d'habitude. C'est comme ça que je fais. Monsieur Macron a dit tout se passerait bien à Noël si on est en dessous des 5000 cas, si on est en dessous des 5000 nouveaux cas par jour. Alors j'ai regardé pour la journée d'hier, le 15, voilà, on est à 11 500, on est plus du double. Et ça fait au moins 15 jours qu'on est dans les 13 000, 12 000, 11 000. Ça a pas l'air en France, ça n'a pas l'air de s'arranger. Et c'est normal avec la stratégie du stop and go, on confine, dès que ça va un tout petit peu mieux, on déconfine, puis on recommence, etc. Ça, c'est le moyen, voilà, c'est vraiment le moyen de tuer une économie. Heureusement, les États peuvent emprunter parce que ça coûte pas cher, ça coûte même rien.
ça rapporte même de l'argent quand il y a des taux négatifs. J'ai expliqué ça sur le média l'autre jour. C'est pas mal. Bon, ça a été mis en ligne avant-hier, ça cartonne pas mal. Théophile qui m'a interviewé est content, moi aussi, puisque en un jour, on a quand même 70 000 personnes qui ont regardé ça. Et il a fait un excellent travail d'ailleurs de montage, parce que j'ai dit dans l'interview, j'ai dit, il y a un truc un peu compliqué à expliquer. Pourquoi les actions, le prix des actions, le cours des actions bondit quand les taux sont négatifs. Et c'est un artefact, comme on dit, c'est une conséquence du calcul qu'on fait. Et dans ce calcul, les taux d'intérêt sont toujours positifs. Et donc, on a un chiffre raisonnable paradoxalement, quand les taux sont négatifs. À ce moment-là, toutes les sommes à venir dans l'avenir ont une valeur de fait qui augmente et pas qui diminue. Et donc, ça donne des calculs absolument aberrants. Et comme le monde de la bourse a toujours compté sur ce calcul d'actualisation de flux de trésorerie sous forme de dividendes, ça fait un calcul qui ne représente plus rien. La bourse n'est plus, les prix à la bourse ne représentent plus un baromètre de l'économie. Donc maintenant, voilà, on va parler de vaccins. On va voir, il y en a une diversité. Il y en a qui sont sans doute plus efficaces et d'autres moins. Si c'est comme la grippe, il va falloir le refaire chaque année ou peut-être encore plus rapidement. Mais enfin bon, le vaccin, c'est déjà quelque chose. Un vrai remède, ce serait aussi quelque chose. Oui, je sais, les mêmes personnes qui sont obsédées par les mutations des virus sont aussi les personnes qui sont convaincues, d'ailleurs depuis le printemps, qu'on connaît le remède, que c'est le deep state qui empêche qu'on le connaisse vraiment, ou qui pour des raisons très compliquées à la fois financières et politiques, fait qu'on ne peut pas utiliser le vrai remède. Bon, toujours est-il qu'on ne connaît pas de vrai remède, et les virus, ils commencent à venir. Mais des virus à inoculer à des millions de personnes, ça pose un problème d'intendance. On avait déjà vu de la distribution de masques, c'était pas, on n'est plus habitué à avoir un État véritablement organisé. Donc, chaque fois qu'il faut faire vraiment quelque chose dans l'urgence, c'est la panique. C'est mieux en Belgique, en France, en Suisse que ce n'est aux États-Unis. Mais on a quand même détricoté les États sous l'influence de l'ultralibéralisme, et ça, c'est devenu un outil assez inefficace. Alors, il reprend du pouvoir parce que la plupart des gens dépendent maintenant, même ceux qui sont très anti-État, ils dépendent de subventions, d'aides, de prêts, qui viennent de l'État de manière massive. Heureusement, avec les taux négatifs, l'État peut se permettre de... On dit oui, mais l'État n'arrivera jamais à rembourser. Écoutez, depuis la nuit des temps, les États n'ont jamais remboursé, donc voilà. Donc c'est pas maintenant qu'on va commencer, c'est pas au milieu d'une crise comme celle-ci qu'on va commencer à demander aux États de rembourser leurs dettes. Non, ils gèrent les flux d'intérêts à payer sur les emprunts qu'ils font. Et pour le moment, un emprunt, ça rapporte à l'État puisqu'il rembourse à l'arrivée moins que ce qu'il a emprunté. Donc c'est le moment. Et j'ai dit l'autre jour, je ne sais plus où c'était où. Ah oui, dans cette émission je crois que c'est dans cette émission sur utiliser des documents d'archives sur 2008 pour... voilà, j'ai eu une discussion avec M. Cyril Haucoeur, enfin c'était pas vraiment un débat entre nous, M. Hervé Brusini nous posait des questions sur la crise de 2008, et ça fait une vidéo intéressante. C'est dommage qu'elle est pratiquement invisible, elle est juste à l'enseigne du MUSEM, donc le musée de la culture européenne et de la Méditerranée à Marseille. Il n'y a pas nos noms sur la vidéo. Évidemment, ça n'aide pas à ce que les gens aient envie de la regarder. Ça paraît juste une vidéo d'un musée sur un événement. Mais ce que j'avais dit là, c'est donc, je rappelais quelque chose qui m'était passé assez inaperçu. C'est ce que Bruno Coleman, que vous connaissez, l'économiste belge,
avec qui j'ai souvent des débats, avec qui j'ai fait un livre de tradition libérale, voire ultralibérale à une époque, mais qui me disait, il y a en sous-main, il y a plusieurs années déjà, il y a une nationalisation de fait qui est en train d'avoir lieu dans nos nations. Elle n'est pas visible en surface, mais elle se fait là en coulisses. Et c'est vrai, voilà, avec une situation comme celle de la Covid, c'est en train d'aller très très rapidement. Dans l'argent que les gens ordinaires ont, il y a une part de plus en plus importante et très rapidement qui passe par l'État, d'une redistribution. Voilà, il ne faut pas payer les charges maintenant, on vous paye du chômage partiel, etc. Bon, je ne dis pas que c'est idéal et que ça remplit toutes les... tout le monde n'est pas devenu fonctionnaire du jour au lendemain, mais l'État soutient à bout de bras l'économie avec les moyens dont il dispose, qui ne sont pas énormes en ce moment. Et on va se retrouver à l'arrivée, quand on pourra dire qu'on est dans l'après-Covid, on n'y est pas encore, hein. On verra une situation où il sera difficile de faire machine arrière. On m'interroge tous les jours, voilà, c'était encore le cas hier, sur le revenu universel de base. Le, ça n'aura pas lieu, le revenu universel de base, c'est pas comme ça qu'on peut faire, mais de fait, la gratuité pour l'indispensable est en train de s'installer. Il y a effectivement des aides, l'équivalent d'un revenu universel de base est en train de se mettre en place. Il y avait déjà, avec le RSA en France, il y avait déjà des choses comment dire, un bon début. Alors on ne donne pas de l'argent à des gens qui n'ont absolument pas besoin, mais là aussi, moi je ne suis pas pour. Ça c'est juste encourager du consumérisme. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et où on aura du mal à faire machine arrière. Hier, j'ai passé 2 heures à ce qu'on m'instruise, c'était très bien fait, j'étais avec 2 autres, à comment faire passer des examens en ligne. Les outils sont tellement au point, c'est tellement facile, c'est tellement pratique, c'est tellement mieux pour le professeur, c'est tellement mieux pour ou la professeuse et pour les étudiants et les étudiantes qu'on va avoir du mal à faire machine arrière. On ne va pas revenir à un truc qui aura l'air préhistorique, être assis là sur un banc sans avoir de la documentation véritablement, à devoir se lever, aller au tableau noir et écrire avec une craie. Alors maintenant c'est un tableau blanc avec un feutre, mais on peut montrer tous les documents qu'on veut aux étudiants. Je peux me lever moi pour aller prendre dans la bibliothèque un livre à lequel je n'aurais pas pensé. On peut enregistrer les discussions à tout moment, quand les gens posent une question, si on veut faire voilà, une pastille sur un truc particulier, on peut la faire dans les médias, les gens peuvent lever la main, poser leurs questions en attendant que le professeur parle. L'examen aussi, ça va être, voilà, il y a une salle d'attente pour les étudiants qui sont déjà arrivés, le professeur qui n'a pas encore terminé. Les étudiants peuvent encore lire lire le syllabus pendant l'attendant, sans devoir l'avoir rapporté dans un gros cartable ou dans une grosse serviette. On aura du mal à faire machine arrière. Avec tous les outils aussi sur le télétravail. Les entreprises, les universités auront fait de telles économies en faisant comme ça. Ça coûte quelque chose, mais ça coûte rien par rapport au fait de faire venir les gens, de leur rembourser leurs frais de déplacement, etc. La personne qui faisait l'instruction hier disait moi, je calcule et ça me paraît raisonnable que 3 heures de cours en ligne, c'est l'équivalent de 5 heures qui est donné autrefois dans une classe. On peut déjà dire autrefois. Le monde est en train de changer.
Et c'est pas des grandes réformes qu'on avait prévues, on va faire ceci, on va profiter de l'occasion pour faire une économie verte. Non, ce sont les tendances qui étaient déjà là, qui sont en train de se confirmer entièrement, et ça va aller très très vite. Et plus le temps passe, plus on est, voilà, maintenant on est plus, on dit plus la deuxième vague, on est dans, voilà, on est dans l'épidémie, la pandémie. Euh, Tous les jours, il y a 11 000, 12 000, 13 000 cas de plus en France où je me trouve. Euh, c'est sur un plateau hein, depuis 3 semaines, donc voilà, c'est pas prêt de s'arrêter. Et on s'outille, voilà, on fait ça. Tout à l'heure, voilà, à 11 heures, je serai dans un séminaire. Euh, et du point de vue des gens, voilà, des gens qui rémunèrent. Moi, autrefois, là, je faisais une conférence à Marseille. Bon, je serais allé à Marseille, au musée, pour faire l'émission. Alors, il fallait que j'aille jusqu'à Marseille. De Vannes, c'est pas évident. Il faut passer par Paris, ou alors si on passe par Bordeaux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Un jour pour aller, un jour pour être là, un jour pour revenir. Ces jours derniers, vous le voyez, je fais une conférence le matin, j'en fais une le soir. Bon, il ne faut pas que j'en fasse trop parce que ça m'épuise quand même d'en faire 3 dans la journée. Mais tout le monde en a davantage pour son argent et à mon avis, on ne va pas faire machine arrière. L'aviation est en train de passer à un autre mode. Elle est en train de se resituer à un niveau qui est au niveau à peu près de la moitié de ce qu'on faisait avant. Euh, les gens, les gens dans les entreprises vont plus comme ça pour une réunion, prennent plus l'avion pour aller de Marseille à Paris, de Toulouse à Marseille, etc., à Lyon en avion. On va plus faire ça, on va plus faire ça, c'est terminé. Et ce sont ces voyages-là qui étaient bon, la classe affaires, classe business, c'était eux qui subventionnaient tout le reste. Alors vous allez à Katmandou pour 150 euros, ben, ce sera plus possible parce que les grosses boîtes, les gros lobbies ont cessé de subventionner le trafic aérien. Enfin bon, allez, je vais pas m'éterniser. On va parler quand même un peu des États-Unis. Voilà, bon, je pourrais parler de la France. Un jour, je le ferai là, mais il faudrait que je fasse vraiment un exposé sur voilà, les rapports entre les populations, la police, les gouvernements et tout ça. Mais c'est pas comme ça en passant dans un temps qui fait. Mais là, bon, on va parler des événements récents aux États-Unis. Avant-hier, les grands électeurs ont voté, je vous tiens au courant de ça par des biais, ils ont voté voilà, comme le peuple, c'est un reflet exact de ce qui a été voté par le peuple américain dans ce système très compliqué où il n'y a que 2 États, le Nebraska et le Maine, qui ont une représentation proportionnelle. Tous les autres, voilà, c'est tout en bloc, tous les votes d'un État qui vont à un candidat. Et ce qu'on savait déjà en fait depuis le 4 novembre, depuis le lendemain de l'élection, c'est-à-dire 306 pour Biden et 232 pour Trump, a été confirmé par les grands électeurs. Alors pour la première fois, ça a été télévisé en direct et moi j'ai aussi pu voir comment ça se passait. Pourquoi est-ce que c'était en direct? Parce que voilà, j'ai fait le calcul tout à l'heure en prenant ma douche, il y a 35,6% de la population américaine, c'est un peu plus qu'un tiers, hein, qui croient que l'élection a été entièrement truquée, que, voilà, que tous les bulletins ont été remplacés par des choses qui étaient dirigées du Venezuela et des choses de cet ordre-là, ou alors tous les complices du Deep State à l'intérieur du système. Il y a un gros tiers de la population qui croit ça parce que Trump l'a répété, il a utilisé la méthode Coué, de répéter à l'infini un truc qui est faux. Voilà, le responsable des élections, M. Christopher Krebs, a eu le malheur de dire que jamais une élection n'avait été aussi bien contrôlée, avec si peu d'irrégularités. Il a été viré avant qu'il ait terminé sa phrase. Monsieur William Barr, qui était pourtant le toutou, le caniche de Monsieur Trump, a dit que on n'avait constaté aucune irrégularité à sa connaissance, et il est parti aussi
pour pouvoir passer Noël en famille, selon ses dires. Et ça a été répété par M. Trump. Alors il y a des gens un peu facétieux qui ont dit que ce n'est pas le moment de passer Noël en famille. Mais voilà, donc monsieur William Barr, je vous l'ai expliqué, c'est dans les mémoires de John Bolton, il avait bien expliqué que au premier rang des gens qui risquaient vraiment de la prison dès que cette affaire se termine se trouvait M. William Barr pour avoir détourné véritablement le fonctionnement du ministère de la Justice sous M. Trump. Alors je crois qu'il a trouvé le moyen de se trouver des circonstances atténuantes. Voilà. On dira oui, bon, mais en fin de parcours, il a fait le choix des institutions démocratiques et donc voilà, on va lui donner du sursis, une peine avec sursis, plutôt que de le mettre véritablement derrière les barreaux. Et surtout, il ne voulait pas être là quand Trump a distribué des tombereaux de grâce présidentielle préventive pour tous les gens pour tous ses complices. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu encore important hier? Monsieur Mitch McConnell. Mitch McConnell, qui était voilà, un autre des caniches, un autre des toutous, le président de la représentation au Sénat du Parti républicain, et donc la personne qui a qui a eu la capacité jusqu'ici de bloquer un certain nombre de choses que l'administration voulait, que le Parlement démocrate voulait faire passer. Donc, où est-ce que j'en suis? Monsieur Mitch McConnell a reconnu l'élection de monsieur Biden, de manière très correcte d'ailleurs. Bon, il a expliqué, d'ailleurs on ne s'est pas expliqué pourquoi il considérait que jusqu'à ce qu'on entende les grands électeurs, il n'avait rien dit ou laissé entendre que la possibilité existait que M. Trump ait été élu. Et puis là, il a très aimablement, je dirais, reconnu. Et il a même eu un mot très aimable, vraiment très aimable pour Mme Kamala Harris. J'ai le sentiment qu'il partage sans doute le sentiment d'une grande partie de la population que on aura un jour Mme Kamala Harris comme présidente des États-Unis. Voilà, dans des situations où M. Biden pourrait disparaître rapidement ou comme son successeur par la suite. C'est une femme, je vous ai déjà parlé d'elle, c'est pas une personne de gauche, c'est une personne, je dirais, du centre droit, mais une personne voilà, droite dans ses bottes, à qui on peut faire confiance voilà, dans les positions qu'elle prend. Alors là aussi, parfois les gens disent ouais, mais ouais, vous approuvez les gens qui sont comme ça. Oui, j'approuve l'intégrité, voilà, j'approuve l'intégrité où qu'elle soit. Plus on va vers l'extrême droite, moins il y a d'intégrité, donc je n'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Mais c'est une personne intègre, c'est une personne intègre. C'est pas une personne qui, voilà. Je ne crois pas qu'elle prendrait Madame Alexandria Ocasio-Cortez comme ministre nécessairement. Ça pourrait se faire, mais c'est une personne, voilà, c'est une personne de confiance, une personne de confiance. Donc, M. Mitch McConnell a entériné la future prise de pouvoir démocratique selon les institutions démocratiques de M. Biden, et donc c'est important. Alors tout de suite de la Maison-Blanche, on nous a dit que M. Trump, lui, n'était pas au courant et que lui s'occupait et continuait à contester la nomination de l'élection de M. Biden, et qui se prépare en particulier pour le 6 janvier quand il y a voilà, une sorte de cérémonie officielle de reconnaissance des résultats de l'élection. Il va tenter un barreau d'honneur. Pourquoi est-ce que M. Mitch McConnell fait ça? Bon, je crois que c'est pas un progressiste, mais c'est quelqu'un qui reste, voilà, il ne veut pas que son nom soit associé à une prise de pouvoir de type fasciste voilà, dans l'histoire des États-Unis. Et il veut se concentrer aussi sur quelque chose qui est essentiel à son point de vue, et du point de vue du Parti républicain, c'est 2 élections sénatoriales qui auront lieu début janvier en Géorgie, et qui décideront si les deux sièges passent aux démocrates. Ce sont 2 sièges qui sont tenus par des républicains en
ce moment, à ce moment-là, les républicains perdent leur majorité de fait au Sénat. Donc c'est important et ce monsieur Mitch McConnell a décidé de concentrer ses efforts et son attention là-dessus du point de vue du Parti républicain. C'est la chose raisonnable à faire. Voilà, ben c'est un point sur l'actualité. J'ai couvert un certain nombre de choses. La Covid, les conséquences à long terme de la Covid. Regardez, c'est la vidéo que j'ai fait sur le média. Je vous ai dit, Théophile a fait un excellent travail de montage pour des choses qui ne sont pas faciles à expliquer. Il n'est pas d'accord avec moi sur la Chine. Pour lui, la question des libertés individuelles en Chine est essentielle et fait qu'on ne peut reconnaître rien d'autre, rien de positif à la Chine vu ce bilan. C'est lié fort, bien entendu, à la manière dont sont traitées la minorité musulmane ouïghour dans le pays. La question des minorités en Chine, c'est un problème essentiel. La manière dont ils le traitent a toujours été la manière forte. Des cas comme le Tibet sont des cas tangents. On peut aussi bien, quand on regarde les arguments historiques, on peut aussi bien dire que le Tibet est une entité indépendante, mais aussi bien dire que ça a toujours fait partie de l'Empire chinois. Les spécialistes se crêpent le chinois entre eux, donc c'est pas évident. L'autre question, la question dont les pays qui ne sont pas musulmans majoritairement traitent leur minorité musulmane, il y a différentes méthodes qui sont plus ou moins autoritaires. Je ne connais pas beaucoup de pays autour de moi qui pourraient jeter la pierre facilement en disant nous avons trouvé la solution, nous savons exactement comment il faut faire, regardez comment on fait nous. Je ne veux pas dire par là que la méthode chinoise soit la bonne, mais je veux dire que les donneurs de leçons, il y a un peu de la paille et de la poutre là-dedans. Je vous rappelle que c'est un pays qui est toujours dirigé par un parti communiste. C'est une chose dont beaucoup de gens doutent, qui vous disent que c'est un pays capitaliste. Je n'ai jamais vu ça. Depuis 10 ans que je fais 12 ans, 13 ans que je fais des billets, je ne vous ai jamais dit que la Chine est un pays capitaliste, je ne vois pas ça. Je la vois ayant utilisé différentes techniques financières, des choses de cet ordre-là, mais c'est toujours un régime communiste dirigé par un parti communiste et qui renvoie toujours aux valeurs du marxisme-léninisme. Et un certain Karl Marx qui a dit que les religions étaient l'opium du peuple et la Chine agit en conséquence par rapport à cette opinion qui fait partie des grandes références, je dirais, dogmatiques, doctrinaires et dogmatiques éventuellement d'un parti communiste. Ça paraît tout à fait logique. Voilà, alors là aussi, il faudrait que je consacre un billet entier. Et je sais, quand je place une phrase ici ou là dans un truc comme ça, comme le temps qu'il fait, on peut essayer de m'accrocher quand même au passage, mais voilà, comme pour la question de la politique sécuritaire en France, de l'attitude du gouvernement chinois envers la minorité ouïghour, je vais y consacrer un jour ou l'autre un véritable exposé que j'aurai bien préparé et où on ne parlera que de ça. Voilà, allez, à bientôt.